Bonjour, ici Claudine Fife. Aujourd'hui, j'ai reçu un invité passionnant à mon balado. J'ai reçu Stéphane Rochon. Stéphane était à Toronto, des bureaux de la BMO. Stéphane est le stratégiste responsable des recommandations d'investissement pour la BMO. Donc, on a parlé d'investissement, bien évidemment, des critères de décision. On a parlé de macroéconomie aussi. On a parlé des marchés, des tendances. Et on a intégré aussi le sujet de la chaîne d'approvisionnement dans notre discussion. Je vous invite à nous écouter. Bonne écoute. Vous écoutez le Balado Finlam qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Bonjour, aujourd'hui, je reçois quelqu'un, Stéphane Rochon. Stéphane, c'était un plaisir de t'avoir en rencontre préparatoire. J'avais juste hâte de t'avoir pour vrai avec nous. Stéphane, je vais te présenter parce que c'est pas tous les jours qu'en parlant de chaîne d'approvisionnement, on a quelqu'un de ton calibre pour discuter avec nous de sujets super intéressants. Je vais absolument prendre le temps de te présenter. Et puis, de te remercier aussi d'être là. Je sais que tu es quelqu'un qui est partout en même temps. Donc, le fait d'accepter de prendre un peu de temps avec moi ce matin, c'est vraiment très apprécié, je voulais te le dire. Donc, Stéphane Rochon, plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de placement, plus particulièrement dans les actions canadiennes, américaines. Vice-président, directeur général et stratégiste à gestion privée BMO. Préside le comité des stratégies de placement de la gestion privée, définit la répartition globale de l'actif pour les portefeuilles des clients. Avant de se joindre à l'équipe BMO, je soulignais que tu étais directeur des produits de l'équipe aussi Recherche États-Unis pour Crédit Suisse. Tu as travaillé à New York. Tu étais avant ça chez RBC Dominion, valeur mobilière à Toronto. Bref, un super parcours dans un domaine tout à fait étonnant et qu'on va ensemble démystifier aussi. Stéphane détient un titre d'analyste financier, CFA, titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill. Bienvenue, Stéphane, officiellement. Merci de m'accueillir. Merci de la très, très belle présentation. Ben écoute, c'est certainement qu'il y aurait plein d'autres choses à dire, mais on a bien situé, je pense, le niveau d'expertise qu'on a aujourd'hui avec toi. Et je me rappelle aussi qu'on était un peu sceptique sur la façon dont on allait pouvoir présenter cette expertise-là dans le contexte d'une chaîne d'approvisionnement. Ce balado, on en a parlé aussi, il est dédié aux professionnels de l'approvisionnement, aux dirigeants d'entreprise. Et ce que j'ai voulu faire avec ta présence, c'est démystifier un peu d'abord ce que fait un stratégiste et surtout comment, dans le secteur financier, on en vient à faire une recommandation. Donc, avant qu'on rentre dans le temps de la chaîne, essaie de nous expliquer un peu en quoi consiste ton rôle et celui de ton équipe dans le contexte de gestion privée à BMO. Bien, d'abord, c'est une excellente question d'emblée. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de trouver une allocation des actifs optimale pour les clients. Donc ça, on parle dans les grandes catégories, les actions par rapport aux revenus fixes et au cash. Il y a des gens qui ajoutent l'immobilier comme une autre catégorie à part. Mais on aime simplifier les choses, vraiment regarder ça en termes de revenus fixes, actions, cash. Ça, c'est vraiment la première priorité ou la priorité. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les secteurs. On regarde les géographies, on regarde les secteurs, mais surtout Canada versus États-Unis, parce que c'est vraiment l'intérêt principal de nos clients. Et les deux marchés sont vraiment très, très différents. Ensuite, on regarde les secteurs. Quel secteur serait particulièrement intéressant dans la conjoncture qu'on anticipe? Pas juste la conjoncture qu'on vient de vivre, mais plutôt le cycle économique qu'on anticipe dans les 6 à 12 prochains mois. Et puis ensuite, on descend aux actions en particulier. Typiquement, nous, ce qu'on regarde, c'est des actions à grande capitalisation. On cherche des compagnies qui ont des barrières à l'entrée impressionnantes, donc qui vont protéger leur avantage concurrentiel. On cherche des compagnies qui ne sont pas surévaluées, évidemment, qui ont vraiment un parcours d'augmentation, non seulement du cash flow, mais des dividendes. Donc, on cherche vraiment des actions de qualité
Et puis, pour revenir au thème qui vous intéresse, les chaînes d'approvisionnement, évidemment, ça compte dans l'analyse. Mais ce que je vous dirais, c'est que c'est pas comme si on avait un barème pondéré et qu'on disait, ah, d'accord, cette compagnie, on lui donne un C+, ou un 75% en termes de chaîne d'approvisionnement. Pour nous, c'est plutôt binaire. Il y a des compagnies qui sont très, très bien gérées et de surcroît qui gèrent vraiment très, très bien leur chaîne d'approvisionnement. Ça, on le sait. Il y en a qui sont beaucoup moins bonnes. Et le contre-exemple là-dedans, parce que il faut tomber dans le concret pour que les gens comprennent le message. Une compagnie comme Boeing a eu énormément de problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement, à tel point qu'ils ont été obligés d'acheter un de leurs fournisseurs principaux, qui s'appelle Spirit Airlines. Ils s'en étaient départis. Et puis ça, c'est vraiment l'exemple d'une compagnie qui a mis l'emphase sur la performance financière au détriment de la sécurité, au détriment de la qualité de ses produits. Donc, de notre point de vue, c'est une compagnie qui n'est pas dans laquelle on ne peut pas investir, qu'on ne recommanderait pas jusqu'à ce qu'ils soient capables de régler leurs problèmes. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est tout ou rien. C'est multi-critères, c'est multifacteurs. C'est vrai aussi que, de façon générale, on peut dire que vos efforts de recherche vont vous amener sur des entreprises qui ont évidemment une belle santé financière, mais qui ont beaucoup d'autres choses aussi, à part le potentiel de croissance. Puis évidemment, la chaîne d'approvisionnement, quand on le regarde du point de vue de l'expertise dans ce domaine-là, quand on parle de santé financière, nous, c'est directement, ça fait directement référence à toutes les interventions, les activités, en lien direct avec aussi une performance approvisionnement. Donc, c'est intéressant. On va en placoter un peu, puis je vais aller essayer de tirer un peu certaines de tes opinions sur différents points de vue. Puis évidemment, quand tu as des exemples, c'est intéressant parce qu'on s'imagine toujours que ça arrive à personne ou que ça arrive à tout le monde, mais c'est le fun qu'on remette ça dans un contexte aussi. Il faut aussi rappeler que mon objectif, moi, c'est d'expliquer l'importance de la chaîne d'approvisionnement, mais l'importance de bien performer en chaîne d'approvisionnement. On peut en avoir une qui est complètement dysfonctionnelle, qui nous fait perdre plein d'efficacité, puis en bout de ligne, nous fait perdre aussi des bénéfices financiers. Donc, j'ai le goût de partir avec une question... Avec tout ce que tu observes en ce moment, quelles seraient, selon toi, les tendances émergentes concernant la chaîne d'approvisionnement qui vont jusqu'à influencer le stratégiste là, que tu es? Est-ce qu'il y a des grands mouvements? Est-ce qu'il y a des éléments que tu es en train de voir qui se sont installés ou qui sont sur le point de s'installer qui peuvent vraiment faire une différence dans tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, avec tous les enjeux que ça représente? Oui, ben, à un niveau de 10 000 pieds, à un niveau très, très macro, je ne dirais pas que c'est un thème émergent, mais c'est un thème qu'on observe depuis plus d'une décennie. C'est le reshoring, finalement. Je n'ai pas le terme français exact pour ça, mais finalement, c'est les compagnies se rendent compte que il faut penser au-delà de la maximisation des profits. Parce que ce qu'on voyait il y a 20 ans, 15, 20 ans même, c'était finalement l'exportation de l'effort manufacturier vers la Chine. Ça, tout le monde est au courant de ça. Mais depuis, il y a des choses qui ont changé. La conjoncture a changé dans le sens que quand on ajuste pour la productivité, l'avantage de coût de la production en Chine a quand même beaucoup diminué. Et il y a beaucoup d'autres facteurs aussi. Il y a le coût de l'énergie en Amérique du Nord qui est beaucoup, beaucoup plus bas, surtout quand on parle de gaz naturel. Il y a de l'avantage en termes d'infrastructure. Puis aussi, puis il ne faut pas oublier ça c'est extrêmement important, de se rapprocher des consommateurs, de son marché finalement. Il y a beaucoup de compagnies américaines et même des compagnies européennes et asiatiques qui voient le marché nord-américain, mais le marché des États-Unis en particulier, comme étant leur marché principal. Et donc, de produire plus proche du consommateur, c'est devenu quelque chose de très, très important. Donc, écoutez, quand on regarde, est-ce qu'il y a des données très précises là-dessus? Ce que je vous dirais, c'est que depuis les 10 dernières années, ce qu'on voit, c'est qu'il y a entre 6 et 800 000 emplois manufacturiers qui ont été créés aux États-Unis, en grande partie grâce à ce thème-là, grâce au reshoring ou onshoring. Vous pouvez appeler ça comme vous voudrez, différentes terminologies.
Mais l'impact a été moins important au Canada, mais il y a quand même certaines industries qui ont bénéficié de ça. Puis quand je dis que c'est un vrai mouvement, on a plusieurs centaines d'exemples corporatifs de compagnies qui ont fait ça. Puis c'est pas simplement de prendre des usines de la Chine et de les ramener au Kentucky ou de les ramener en Alberta. C'est aussi des compagnies qui ont décidé que pour leur plan d'expansion, ils vont construire en Amérique du Nord. Donc ça, je dirais que ça, c'est un thème qui est vraiment très important. Donc pour revenir, pour finir ma pensée sur le Canada, la machinerie lourde comme industrie, il y a aussi l'équipement médical. Ce sont deux secteurs qui ont bénéficié de ce phénomène. Mais encore une fois, on est en retard par rapport aux États-Unis sur ce thème. Sur ce point-là, je pense qu'aux États-Unis, on a fait aussi d'un programme beaucoup plus précis pour soutenir certaines entreprises. Non, mais c'est intéressant parce que on va parler de la pandémie. On peut pas faire autrement qu'en parler aussi, de voir comment ces perturbations-là ont affecté. Puis ce qui est resté aussi de ce que tu observes comme legs après la pandémie, mais toute cette dimension internationale aussi, on était dans un espèce de mouvement où on faisait tout faire ailleurs, on faisait tout fabriquer ailleurs, on assemblait ailleurs. Il y avait des coûts qui étaient perdus, à mon avis. Plus on est loin de nos consommateurs et de nos clients, plus ça nous coûte cher. Mais on en a beaucoup parlé aussi de ce reshoring-là. Je mets aussi le reshoring dans le contexte ici au Québec en particulier, au Canada, de l'approvisionnement local. On a fait un gros push aussi là-dessus. Commencez à vous approvisionner ici plutôt qu'ailleurs. Et ce que moi, j'avais noté aussi qui est intéressant dans les discussions avec la PME manufacturière, par exemple, c'est qu'on avait de belles intentions de rapatrier. Puis finalement, ça s'est pas matérialisé. Donc, il y a une espèce de double discours sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on devrait faire. Mais les grosses organisations, je suis assez d'accord avec toi qu'on fait des mouvements plus stratégiques et peut-être plus drastiques, plus importants. Si tu es d'accord, on va parler de cette COVID-là, mais surtout dans le sens où qu'est-ce qu'elle a créé comme situation qui perdure encore aujourd'hui? Et comment ça a influencé le stratégiste dans son approche face à la chaîne d'approvisionnement, dans ses décisions de tous les jours? Comment ça s'intègre dans ses réflexions, dans ses analyses? Bien, la COVID a créé une dislocation en termes de vraiment un changement de trois écarts types, si on veut, par rapport à la demande de certains produits. Les produits de loisirs, les produits, pensons au vélo, pensons à l'équipement de sport, tout ça. Les magasins avaient beaucoup de difficultés à garder ces produits-là en inventaire. Les gens se sont rendus compte qu'ils allaient hiverner finalement pendant la durée de la COVID, qui était quelque chose d'imprécis. Et donc, les gens ont agi en conséquence. Et donc, finalement, les chaînes d'approvisionnement n'étaient pas prêtes à fournir cette demande-là. Donc, on a vu une augmentation des prix, c'est extrêmement clair. Donc, il y a eu toutes sortes de dislocations, pas juste dans cette industrie-là, mais aussi quand on pense à l'industrie automobile, quand on pense aux chaînes d'approvisionnement, l'industrie automobile est vraiment très vulnérable parce qu'il y a tellement de fournisseurs, pas juste des fournisseurs de catégorie 2, comme on les appelle des fournisseurs directs, mais les fournisseurs des fournisseurs, etc. Ouais. Les tier 2, les tier 3. Exactement. Tier 2, tier 3, 4, même 5. Et puis, ce qu'on se rend compte en faisant des études de cas de certaines compagnies, même des compagnies extrêmement bien gérées comme Toyota, ces compagnies-là se sont rendues compte qu'elles avaient très peu de visibilité au-delà de leurs fournisseurs directs. Et donc, les compagnies ont commencé à regarder de façon plus approfondie et à analyser leur chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est devenu essentiel pour s'assurer d'avoir les pièces d'automobile, les pièces qui rentrent dans leur production, dans leur propre production. Et donc, je pense que la COVID a accéléré ce mouvement-là. Il y a aussi l'incident de Fukushima du Japon il y a plus de 10 ans qui a créé un cheminement intellectuel dans ces compagnies-là qui ont vraiment commencé à prioriser l'analyse. Évidemment, les outils d'information technologique aident de ce côté-là. Ça rend la tâche plus facile pour une analyse aussi complexe. Mais pour revenir à la COVID, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait donc augmenter la demande pour plusieurs produits, incluant les voitures.
il y avait des problèmes de chaîne d'approvisionnement et donc ça a créé un déséquilibre entre la demande, entre l'offre et la demande. Puis on voit encore des impacts de ça. Par exemple, il y avait beaucoup de demandes pour les voitures, pour les, pensons même au Winnebago, à l'équipement que Bombardier, que BRP produit, des Sea-Doo, ce genre de trucs-là. Il y avait énormément de demandes. Puis là, on se retrouve de l'autre côté de la COVID avec des inventaires qui sont excédentaires en ce moment. Donc, on se retrouve dans une position où les concessionnaires sont obligés d'offrir des escomptes quand même assez importantes avec un impact négatif sur leur marge bénéficiaire. Donc, je dirais qu'on vit encore ce déséquilibre-là. On se retrouve de l'autre côté de la COVID, mais je pense que soyons optimistes quand même, d'ici la prochaine année ou deux, puis ça, j'exclus une récession potentielle. C'est toujours possible qu'il y ait une récession dans les 2 prochaines années, c'est sûr. Mais je pense que les choses vont se normaliser de ce côté-là. C'est intéressant ce que tu décris parce qu'effectivement, le fameux risque d'interruption ou le fameux risque pour une entreprise de ne pas avoir ce dont ils ont besoin pour fabriquer, par exemple, tu as nommé Toyota, il y en a un paquet d'autres qui ont souffert pendant la pandémie. Donc, on s'est rendu compte, de mon point de vue, on s'est rendu compte que ce risque-là était déjà très mal géré avant la pandémie. Et là, on ne le gère pas de la bonne façon et pas nécessairement de façon très stratégique quand on dit que la façon de s'en sortir, il anticipe, il monte les inventaires. Donc, on n'est pas plus avancé non plus au niveau financier parce qu'il y a des coûts à ça. Donc, ça, pour vous, ça a quand même une certaine représentation de ces mouvements-là quand vous faites vos analyses. Parlons de l'aspect géopolitique ou toutes les politiques commerciales qui peuvent arriver aussi. Ça a un coût direct sur vos analyses. C'est sûr que ça a un certain poids. Parle-nous un peu de comment c'est traité, comment le contexte des changements de politique commerciale. On va parler des tarifs tarifaires. Là, tout le monde se met à parler d'augmentation de tarifs pour certains pays. Comment est-ce que ceux qui sont dans les chaînes d'approvisionnement doivent réagir à ça? Est-ce qu'ils doivent être agressifs? Est-ce qu'ils doivent être en faveur? Est-ce qu'il y a des contreparties? Il y a des éléments plutôt négatifs à considérer dans ce genre de politique commerciale-là? Oui, bien, certainement. Écoutez, d'un point de vue économique, les barrières tarifaires ne sont pas de bonnes choses en général. Parce que ce que ça fait, c'est que c'est comme une taxe à la consommation en bout de ligne. Donc, ça met de la pression à la hausse sur l'inflation. Puis en même temps, ça mine la croissance. Donc, évidemment, il y a une élection américaine qui s'en vient. Je sais que vous pensez à ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent à ça en ce moment. On dirait que c'est à peu près 50-50 en ce moment entre Kamala Harris et Trump. Ouais. Ce qui est clair, c'est que si Trump revient au pouvoir, ben lui, il adore augmenter les barrières tarifaires. C'est vraiment son outil de prédilection. Et donc, oui, c'est quelque chose qu'il faut absolument considérer. Mais là, la question, comment les compagnies devraient réagir, bien, ça dépend de leurs ressources et ça dépend de leur flexibilité. C'est pas toutes les compagnies qui sont capables de changer leur usine de géographie. Ça, c'est vraiment seulement les plus grosses compagnies qui sont en mesure de faire ça. Et on s'en rend bien compte. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Biden, qui est encore au pouvoir, a quand même mis beaucoup de barrières tarifaires. Il a gardé la plupart des barrières tarifaires de Trump sur la Chine, et puis il en a ajouté d'autres aussi. Alors, ça a quand même été une administration assez protectrice. Et donc, ce que je dirais, c'est que c'est un risque qu'il faut gérer, c'est clair, mais il y a beaucoup de compagnies qui ont décidé, puis ça, c'est pas juste relié à la politique américaine, c'est relié aux grandes tendances qu'on est en train de voir, aux désastres naturels, les tremblements de terre, ce genre de choses-là. Ce qu'on voit, c'est que les grandes compagnies, au moins, essayent de contrôler leur chaîne de production, essayent beaucoup plus de contrôler leur chaîne de production. C'est un peu comme un retour aux années 60 et 70, quand tu avais de la production intégrée. Et encore une fois, un exemple assez concret de ça, ce serait Tesla, qui produit son lithium, qui produit ses propres batteries, et ça leur permet
d'accélérer et donc d'amener des produits au marché beaucoup, beaucoup plus vite que leurs compétiteurs. C'est pas qu'on recommande Tesla particulièrement, on trouve que l'action est quand même surévalué, mais en termes d'analyse d'autonomie aussi, d'autonomie, de stratégie, ça leur permet de bouger beaucoup plus vite et d'être moins vulnérables à ce genre de risques géopolitiques, mais aussi aux événements, aux catastrophes naturelles qui deviennent de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement global et autres facteurs qui sont vraiment incontrôlables, ou en tout cas qui sont très difficiles à contrôler, pas à court terme en tout cas. Alors, ce que je dirais, c'est que, puis Tesla, c'est pas le seul exemple, il y a la grosse compagnie de détail espagnole Zara qui contrôle sa propre production et qui a tendance à produire dans les marchés où ils vendent leurs vêtements. Donc, finalement, même s'ils se trompent sur une tendance de mode, c'est pas une catastrophe parce qu'ils peuvent sortir une nouvelle gamme de produits en dedans de 3 ou 4 semaines. Alors que dans le vieux modèle, si on exportait tout au Vietnam ou en Chine, ça prendrait des 8-9 mois et c'est beaucoup plus long et ça peut être une catastrophe financière sur plusieurs trimestres. Donc, ce que je dirais, c'est qu'en bout de ligne, ce qu'on voit, c'est que les compagnies essayent de plus contrôler leur chaîne de production et il y a beaucoup de compagnies qui se rendent compte que même si ça coûte un peu plus, donc ça a un effet négatif sur les marges bénéficiaires à court terme, ben, à long terme, c'est une stratégie gagnante qui va leur permettre de construire des avantages concurrentiels. C'est très intéressant, ce point de vue-là des intégrations aussi. On en avait parlé à une certaine époque. Est-ce que Stéphane, on est obligé et on doit parler des accords commerciaux? Parce qu'il y a je dirais qu'il y a une certaine confusion par rapport aux accords commerciaux en ce moment. Oui, il y a des avantages et ça devient un peu compliqué. Il y a aussi des dirigeants de PME qui veulent bien développer leur marché, se mettre à exporter. Il y a des bénéfices dans certains accords. Ils sont pénalisés par des conditions de d'autres accords au niveau des fabrications ou d'autres marchés qui sont plus, qui pénalisent davantage. Quelle est la place dans les recommandations que vous faites au niveau des investissements? Quelle est la place de parce qu'il y en a de multiples accords, ça se multiplie, je les appelle un peu en riant, ça peut devenir assez spaghetti rapidement parce qu'à un moment donné, il peut y avoir même des contradictions de certaines conditions sur certains territoires. Quelle est la place des accords? On parle de l'ALENA, on parle des positionnements. On a même parlé de la Chine qui contrevient à certaines règles parce qu'ils se mettent à fabriquer au Mexique pour faciliter des entrées. Comment on jauge tout ça sur les marchés en ce moment? La présence d'autant d'accords commerciaux? Écoutez, moi, je dirais, puis je suis biaisé, donc ça je le déclare d'emblée. Je suis contre le protectionnisme, généralement parlant, et pour le libre-échange. Pour les raisons que j'ai déjà exprimées au préalable, c'est le libre-échange augmente la croissance potentielle de l'économie globale et finalement donne l'accès à des produits meilleur marché aux consommateurs. Donc ça, ce sont des bonnes choses fondamentalement, mais on vit dans le vrai monde. Et puis, il faut se rendre compte que c'est un facteur macroéconomique important dans notre analyse. Puis je vais vous donner encore un exemple. On aime beaucoup les chemins de fer, les compagnies de chemins de fer. Par exemple, CP, qui a fait l'acquisition de Kansas City Southern. Donc ça leur donne le plus grand réseau ferroviaire en Amérique du Nord avec accès au Canada, aux États-Unis et au Mexique maintenant. Donc, c'est la seule compagnie de chemin de fer qui a tout cet accès-là. Ça va leur donner un avantage considérable pour des années et des années à venir. Alors, dans ce sens-là, oui, c'est quelque chose, les accords commerciaux sont très importants dans notre analyse et dans nos recommandations pour certaines compagnies. Puis, généralement, comme je vous l'ai dit, on est plus axé sur les actions nord-américaines. Alors, on regarde plutôt l'ALENA, mais de notre point de vue, la diminution des barrières tarifaires, que ce soit en Amérique du Sud ou en Asie, c'est une chose favorable. Et c'est quelque chose, regardez Costco, par exemple, qui vient d'ouvrir un magasin au Japon avec des lignes d'attente, des files d'attente extraordinaires. Donc, c'est une compagnie qui essaye de répliquer son succès
dans d'autres pays. Et puis, s'ils sont capables de faire ça, et je pense qu'ils le sont, ben finalement, il leur reste énormément de croissance, beaucoup plus de croissance que beaucoup l'auraient cru il y a même quelques années. Donc, dans ce sens-là, les accords commerciaux, l'accès à différents marchés... favorise le développement, ça c'est clair. Ça favorise le développement. Quand on regarde l'Inde, avec 1,4 milliard de population, ils essayent ils investissent massivement dans leur infrastructure. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est un marché qui pourrait être extrêmement profitable pour les compagnies qui sont capables de naviguer tout ça. C'est intéressant et toujours j'ai la pensée de développer des marchés par rapport à nos importations aussi. Donc il faut rendre aussi ce qui est bon pour nous peut être bon pour les autres aussi. Hein. On a parfois deux opinions très différentes sur ce qu'on devrait importer versus ce qu'on devrait exporter. Mais les accords, c'est pour tout le monde. J'aimerais qu'on parle, Stéphane, de transformation numérique, d'automatisation, de tout ce qui peut être digitalisation. C'est un enjeu que nous, on constate au sein de la chaîne d'approvisionnement, dans les équipes approvisionnement. On est sous-automatisé et ça crée toutes sortes de problématiques, que ce soit au niveau de l'efficacité, au niveau des procédés, au niveau des coûts aussi. Il y a une certaine cadence aussi qu'on n'arrive pas à soutenir. Je parle d'une entreprise qui est en croissance, tout est en volume exponentiel. Est-ce que d'abord, ça, c'est important dans vos analyses? Est-ce qu'il y a des modèles ou il y a des secteurs qui sont plus favorables aussi au développement de ce genre d'outils-là? Évidemment, nous, on s'adresse à tout type d'entreprise. On est dans toute taille d'entreprise. On n'est pas nécessairement dans la multinationale. Mais comment ça peut influencer cet aspect-là des technologies? On peut parler de IoT, on peut parler de beaucoup de choses, d'intelligence artificielle, mais est-ce que la notion d'automatisation en général ou de numérisation ou de transformation, c'est quelque chose que vous regardez de façon très, très, très attentive? Bien, on le regarde de façon très attentive pour le secteur de la technologie en particulier parce qu'il bénéficie de ça. Quand on regarde les grandes entreprises, bien, que ce soit Google, Amazon, Microsoft, avec le nuage numérique, j'imagine, le cloud, donc, c'est un secteur de croissance énorme pour eux, mais c'est vraiment quelque chose qui peut bénéficier aux petites et moyennes entreprises aussi. C'est clair que si on peut déléguer une grande partie de son budget informatique ou bien de ses fonctions informatiques, les mettre sur le nuage numérique et puis en même temps avoir des outils de gestion qui sont intégrés là-dedans, des outils d'intelligence artificielle. Évidemment, le Québec a toujours été très, très fort en intelligence artificielle avec plusieurs compagnies super dynamiques. Ce que je dirais, c'est que c'est quelque chose qu'on regarde et puis pour des plus petites compagnies, c'est clair que c'est pas juste un avantage concurrentiel, c'est une question de survie et d'efficacité pour eux d'avoir une stratégie d'information qui est saine et qui est quand même performante. Alors, de notre point de vue, encore une fois, c'est un peu comme ce que je disais au début de la conversation pour Boeing. C'est pas nécessairement qu'on va acheter une compagnie parce qu'ils sont compétents en numérisation, mais on va certainement éviter d'acheter une compagnie parce que leur stratégie n'a pas beaucoup de sens ou une absence de ça qui leur donne un gros désavantage concurrentiel. Donc, c'est pour nous, encore une fois, c'est plutôt une question binaire. Est-ce qu'ils sont bons là-dedans? Oui, on s'attend à ça. On s'attend à ça rendu en 2024. Et puis, s'ils ne sont pas compétents dans ces domaines-là, c'est une action qu'on va éviter. Oui, forcément, parce qu'évidemment, là, on va impacter la santé financière, on va impacter aussi sa possibilité de croissance. Donc, c'est tout interrelié. J'ai envie de parler des critères ESG. Ça fait parler beaucoup. C'est omniprésent. Dans les grosses organisations, on a commencé à prendre conscience de l'importance de ces éléments-là plus tôt, je dirais. Ça tarde un peu dans l'entreprise de plus petite taille.
bien qu'à un moment donné, on est un peu poussé quand on fait partie de la chaîne d'approvisionnement. On est poussé aussi par ces grands donneurs d'ordre qui, de plus en plus, installent des conditions, des exigences par rapport à ces critères de durabilité puis d'économie verte. Ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on voit dans l'évolution de ces critères-là, par exemple, si on regarde les 5 années devant? Là? Pour les 5 années qui s'en viennent, à quelle vitesse tu anticipes que ça va se déployer? Est-ce que ça va être très vite? Est-ce que ça va être très lent? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ces critères-là? Bien, je dirais que dans les 10 dernières années, on a vu un essor considérable pour l'investissement durable, si on veut. Puis vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'institutions, de grosses institutions financières, des fonds comme un placement, tout ça, et même les fonds négociés en bourse, qui ont mis l'emphase sur l'investissement durable. Donc, on a vu vraiment une phase d'accélération de ce côté-là, ce qui a forcé les compagnies à réagir d'une certaine façon. S'ils voulaient avoir des investisseurs, pour les compagnies publiques, c'est quand même très important, bien, les compagnies devaient se plier à certaines exigences. Donc, je ne dis pas que c'est seulement des facteurs financiers, de la coercition, par exemple, mais c'est aussi, dans certains cas, il y a des compagnies et des dirigeants qui croient réellement à l'environnement, ils veulent réduire le réchauffement global, ils croient à la diversité dans les conseils de direction. Ce sont toutes des choses dont on approuve. C'est sûr qu'on a d'ailleurs un fonds d'investissement soutenable et puis donc on met, pour nous c'est important. Nos clients sont quand même contents de voir ça aussi. Dans ce fonds ou dans nos recommandations de compagnies, on exclut carrément toutes les compagnies minières, les compagnies d'énergie, les compagnies de défense. Toutes ces choses-là sont exclues d'emblée. Et puis ensuite, on regarde certaines compagnies qui ont des pratiques vraiment intéressantes, avant-gardistes. Les compagnies européennes, typiquement, ont été avant-gardistes de ce côté-là. Une grosse compagnie comme Siemens, par exemple, ou ABB, vous parliez de robotique, ça, c'est un des leaders mondiaux de l'automatisation des usines, la robotique, mais ils vendent aussi beaucoup d'équipements électriques. Alors, ça, ce sont des exemples de compagnies qui gèrent très bien ça et qui prennent leurs obligations, si on veut, au sérieux. Donc, mais la question, c'était plutôt une question de tendance, je pense. Et puis, ce que je dirais, c'est que dans les 5 prochaines années, je pense qu'on a atteint peut-être un plateau. C'est pas pour dire que ce sera pas important, mais je pense que on a atteint un certain plateau à moyen terme. Et puis, je doute qu'il y ait une grosse accélération par rapport au statut actuel. Je pense que les compagnies qui sont sérieuses là-dedans vont continuer à l'être, mais je ne vois pas des entrées de fonds gigantesques dans les compagnies de placement qui sont spécialisées dans le ESG ou le placement durable. Alors, ce que je dirais, c'est que ça va continuer, c'est quelque chose d'important, mais l'accélération et vraiment l'engouement qu'on a vu, on l'a vraiment vu dans les 5 dernières années. Bien, dans un certain sens, ce que tu dis, c'est rassurant pour, je pense à l'écosystème de PME, par exemple, qui a un peu de mal à faire place aux priorités par rapport à ces critères-là. Donc, s'il y a un certain, pas essoufflement, mais si ça ralentit un peu, ça permettra peut-être justement à ce groupe d'entreprises-là de se mettre davantage à jour parce que forcément, il va falloir qu'ils le fassent. C'est jamais le temps pour ça non plus. Et puis, il y en a beaucoup de plus en plus aussi, je constate, qui perdent des marchés en raison de ce retard-là. Donc, on se dit, il faut s'y mettre. Mais c'est intéressant de voir votre perception de ça. Prévision de marché, Stéphane, c'est dans ton corps là, ton corps de métier. Les tendances qui vont avoir attrait à la performance. Hein. Toujours, on parle de performance d'une organisation. Vous cherchez des organisations, des entreprises qui vont performer aussi.
qui vont se démarquer, qui ont un indice concurrentiel assez élevé. À quoi on peut s'attendre aussi par rapport à ce que vous constatez, tous critères confondus? Est-ce qu'il y a une ligne en particulier que vous êtes en train d'exploiter ou est-ce que c'est confidentiel? Mais est-ce qu'il y a des tendances qui sont comme inévitables, qu'on voit, puis il y en a peut-être d'autres qui se dessinent tout doucement en cachette derrière les rideaux, hein? C'est quoi notre sauce spéciale, là, notre recette de sauce spéciale? Non, il y a rien de particulièrement confidentiel. Écoutez, dans notre stratégie d'investissement, ce qu'on cherche, ce sont les oligopoles. Et puis, des oligopoles performants, ça revient aussi à une bonne gestion de la chaîne d'approvisionnement, bien sûr, mais beaucoup d'autres choses aussi. Donc, c'est ce qu'on recherche, mais aussi des compagnies qui ont de l'ouverture à des thèmes de croissance dans les plusieurs prochaines années. Donc, indépendamment du cycle économique, parce qu'on sait qu'il va y avoir des cycles économiques. On a eu une bonne croissance depuis la fin de la COVID, une croissance accélérée après un enrayement total de l'économie. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une récession éventuellement. On ne pense pas que ça va être dans les 6 à 12 prochains mois, selon nos modèles. Il y a une probabilité de moins de 50%, mais en bout de ligne, ce qu'on cherche, ce sont des compagnies qui peuvent quand même tenir le cap, même dans le cadre, garder le cap malgré les récessions. Ce n'est pas toutes les compagnies qui sont capables de faire ça. Écoutez, il y a des compagnies de pipeline, par exemple. Ça peut, ces compagnies-là vont continuer. Les gens ont besoin de chauffer leur maison indépendamment de l'économie. Donc ça, c'est un autre secteur. Il y a l'équipement médical qu'on aime beaucoup aussi. Secteur de la santé, évidemment, il faut aller aux États-Unis pour trouver des titres qui sont attrayants de ce côté-là. Mais il y a plusieurs thèmes comme ça qui nous intéressent, des caractéristiques plutôt de force compétitive des compagnies. Alors, je dirais que disons que de notre point de vue, c'est plus important d'identifier ces compagnies-là et en même temps de ne pas tomber dans des bulles spéculatives. En ce moment, la bulle spéculative dont tout le monde parle, c'est l'intelligence artificielle. Et je pèse mes mots. Quand je dis que c'est une bulle spéculative, on voit récemment ce qui arrive à l'action d'NVIDIA et autres comme Broadcom. Mais le problème de tout ça, c'est que quand certains investisseurs, surtout les hedge funds, voient une accélération du momentum, une accélération des ventes, ce sont des traders plus que des investisseurs, à mon avis. Ils sont prêts à payer n'importe quel multiple d'évaluation parce qu'il y a de la croissance, mais sans nécessairement réfléchir aux retombées économiques de ce thème-là. Donc, en bout de ligne, ce que ça veut dire, c'est est-ce que ChatGPT va vraiment réussir à produire assez de revenus et de profits éventuellement pour justifier son évaluation dans le marché privé? Ça va être difficile. Ça va être très, très difficile. Alors, dans le fond, ce qu'on essaie de faire, on essaie de ne pas se laisser berner par ce qui pourrait être un mirage, finalement, puis on reste avec des valeurs des compagnies qui ont prouvé qu'elles sont capables de maintenir le cap indépendamment du cycle économique. Non, c'est intéressant ce que tu expliques parce que les fameux buzz, hein, évidemment, c'est péjoratif, mais on le vit pour plusieurs aspects ou dans plusieurs dossiers où la société est toujours un petit peu très impactée là, par tous ces éléments de buzz-là, l'intelligence artificielle. Soit du point de vue de notre écosystème d'entreprise, on en parle, mais il n'y a rien qui se met en place véritablement. Là. On n'est pas je dis toujours, avant de courir avec l'intelligence artificielle, il faut apprendre à marcher avec l'analytique de données. On n'est pas là, donc. Mais vous avez une perception et une macro-analyse qui permet d'identifier ou en tout cas de cerner ceux qui sont moins pérennes dans leur développement par rapport à ça que celles qui font juste en parler pour vendre. Parce qu'il y a un exercice de vente aussi, ces organisations, ces entreprises-là. Ils vendent. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair quand on sort des données sur les commentaires des compagnies dans leur rapport trimestriel. Pour les grandes compagnies publiques, ils font un appel conférence. Ils font peut-être sur Teams maintenant ou autres médiums. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce qu'on a vu, c'est une accélération en flèche du nombre de compagnies qui mentionnaient l'intelligence artificielle. Parce qu'on s'est rendu compte que,
les dirigeants ne sont pas fous. Ils et elles se sont rendus compte qu'en mentionnant l'intelligence artificielle, ça faisait augmenter le prix de leur action en moyenne de 2 à 3 % de plus. Alors, donc, c'est sûr qu'il y a un incitatif à faire ça. Quand tout le monde est du même côté du bateau, ça marche pour un bout de temps, mais ça ne marche pas pour toujours. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de... Peut-être que je suis rendu vieux et ça fait longtemps que je fais ça, mais ça finit rarement bien, ce genre d'histoire. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'au fil des années, avec l'expérience, tu as développé des antennes. Puis évidemment, j'imagine aussi qu'il y a un groupe qui fait des recherches très approfondies sur ce genre d'éléments-là aussi pour essayer de pas se faire berner. Mais c'est quand même intéressant que vous en teniez compte. J'aurais peut-être une dernière question. Puis je sais, Stéphane, tu vas me dire non, moi, je suis pas un expert, je suis pas capable d'évaluer ça. Mais il y a des statistiques qui mentionnent, hein, puis je vais faire mon mot de la fin avec ça, que l'importance d'une performance à pro peut jouer dans le cadre de la décision d'investir ou non dans une organisation entre 20 à 40 %. Évidemment, il y a toute une tablée, puis c'est en fait une évaluation de risque qu'on va faire, mais est-ce que ça paraît raisonnable de dire ça? Il y a investissement à vos niveaux, investissement tout court. Si, par exemple, je suis une compagnie de capital puis je vais investir dans une organisation, est-ce que ça peut, selon toi, prendre autant au niveau de l'analyse? Est-ce que l'évaluation de la chaîne peut prendre jusqu'à 20 à 40 % de l'évaluation globale de cette décision? Est-ce que ça fait du sens? Selon les secteurs, évidemment, il peut y avoir des différences selon les tailles, les secteurs. Ça va vraiment dépendre des secteurs. Revenons à mon exemple de Boeing. En ce moment, c'est peut-être ça vaut peut-être 60 à 70 % de décision d'investissement. Il faut vraiment qu'ils règlent leurs problèmes. C'est clair, à tel point qu'il y a des gens qui demandent si l'avion, c'est un avion de Boeing et refusent d'acheter un billet. C'est rendu à ce point-là. Mais Airbus a aussi des problèmes en passant. C'est juste que je pense que je peux pas dire que c'est entre 20 et 40 % nécessairement en général. C'est un facteur important. Puis, comme vous l'avez très, très bien dit, c'est une question de gestion du risque. Parce que en bout de ligne, dans l'analyse qu'on fait, on essaie de considérer les risques de perte avant le gain potentiel. On veut éviter les pertes. Donc, une action qui ne fait pas grand-chose, mais qui paye son dividende, on peut vivre avec ce genre de placement. Pas pour toujours, mais on peut quand même être patient. Alors qu'une compagnie qui s'écroule de 20 à 30 % parce qu'ils ont mal géré leur chaîne d'approvisionnement dans le contexte actuel, dans le contexte de notre conversation, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, point final. Effectivement. Bien, c'est très intéressant. Pour un soi-disant non-expert en appro, tu as bien fait dans notre discussion. Parce que c'est intéressant et puis je pense que ça a contribué, hein, puis c'est ça l'objectif. Tu l'as deviné très tôt quand on en avait parlé, quand on s'est rencontrés. C'est de vraiment prendre conscience comme entrepreneur, comme dirigeant, que ce soit une petite, une moyenne ou une plus grande, que la chaîne d'approvisionnement et sa performance, c'est un actif dans l'organisation, puis que ça a un poids aussi dans sa valeur globale et d'inciter les gens aussi à investir dans cette fonction-là, que ce soit en automatisation, en technologie, en ressources, avec des meilleurs procédés aussi qui vont nous faire gérer les risques mieux. Donc, c'était un peu ça aussi qu'on voulait adresser. Je pense on peut conclure de cette façon-là. Et puis, merci de nous avoir donné cette espèce de portrait un peu plus macro là, de ce qui se passe, comment c'est traité, comment c'est évalué, puis comment un stratège prend ses décisions, puis comment il fait ses recommandations. C'est toujours intéressant pour la plupart des gens. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ça, Stéphane. C'était un plaisir de te recevoir. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.